Bonjour à tous, merci d'être venus, merci pour l'invitation de la part de Danone. Nous allons parler donc aujourd'hui Institut Danone. d'Institut Danone, pardon. Alors, on va le maîtriser. Apparemment, je ne peux pas vous demander d'éteindre les téléphones puisqu'il y a aussi la caméra. Donc on va essayer d'éviter le drame. D'ailleurs, c'est très bien, c'est le plus d'activité physique que j'ai fait cette semaine, donc j'en suis très heureuse. Alors, activité physique et sédentarité, impact sur la santé, de quoi parle-t-on? Et tout d'abord, j'ai aucun conflit d'intérêt. Et puis, j'aimerais qu'on replace finalement l'humain dans son contexte évolutif. On oublie un petit peu toujours. Et finalement, nous avons été naturellement sélectionnés pour être actifs. Ça, c'est un fait. Et depuis l'apparition d'Homo sapiens, eh bien, cela a fortement diminué. On peut voir les niveaux d'activité physique qui sont en dessous du graphe et qui sont passés de 2 à 3 environ à 1,6. Ça, c'est la personne sédentaire dans nos populations modernes. Cela apparaît dans toutes les dimensions de l'activité physique, que ce soit dans les loisirs, les transports, au travail, pas à cet instant-là. Ça correspond finalement, sur un siècle, à une diminution de l'activité physique de 16 km de marche par jour, quand même, ce qui reste assez important. Aujourd'hui, on fait face à une véritable pandémie de l'inactivité physique. Pendant longtemps, on pensait que c'était un avatar nord-américain. On voit bien que ça touche tous les pays. Et dramatiquement, ça ne cesse d'augmenter, notamment dans nos sociétés à haute économie. Depuis 15 ans environ, on a bien pris conscience des méfaits de l'inactivité physique. Le Lancet avait publié en 2012, à l'occasion des Jeux Olympiques, un issue spécial. Et puisqu'il faut le noter, c'est la 4e cause de mortalité mondiale, 10% de la mortalité en Europe. C'est responsable de 6 à 10% des décès liés aux maladies non infectieuses. Les chiffres dessous parlent d'eux-mêmes. Et c'est aussi responsable d'une diminution de 4 ans de l'espérance de vie à la naissance. Donc finalement, ce qu'il faut, c'est comprendre bien ces relations entre l'activité physique et la santé. Donc tout d'abord, j'aimerais qu'on s'attarde sur les définitions. Donc l'activité physique, c'est tout mouvement corporel produit par la contraction des muscles squelettiques augmentant la dépense énergétique au-dessus de la dépense de repos, dans laquelle nous avons l'exercice, que vous connaissez tous, mais nous avons aussi la sédentarité, on le verra, c'est une grande part de notre journée. Celle-ci est définie comme étant toute occupation d'éveil caractérisée par une dépense énergétique inférieure à 1,5 m, c'est le Metabolic Equivalent Task, et réalisée en position assise, avachie ou allongée. Là-dessus, on a aussi l'inactivité physique, qui est la non-atteinte des recommandations. En d'autres termes, nous pouvons être sédentaires, mais actifs. C'est-à-dire, vous allez faire votre jogging ce matin, vous dites, ça y est, c'est bon, j'ai atteint les recommandations, mais le reste de la journée, vous les passez assise au bureau ou à regarder la télé, et puis finalement, on est quand même sédentaire. Et là, on reviendra sur ces méfaits. Tout cela représente le comportement de mouvement. Il est caractérisé par la fréquence, la durée, l'intensité qui représentent le volume de l'activité physique. Nous avons également les postures, allongées, assis, debout, en marche. Le type d'activité physique, bien entendu, endurance, résistance, souplesse, équilibre. Et enfin, les domaines de pratique, qu'ils soient professionnels, déplacements, à la maison ou lors de loisirs. Et tout ceci est influencé bien évidemment par l'environnement, qu'il soit physique, social, culturel et organisationnel. Alors, on va essayer de s'intéresser aux effets de l'activité physique. Je ne vais pas revenir sur le fait qu'on sait que être actif, c'est la santé. C'est un élixir de jouvence et de santé. Ça joue sur l'estime de soi, le bien-être, la dépression, le stress, le poids, le diabète, l'hypertension, maladies cardiovasculaires, métaboliques et coronariennes, les cancers, l'autonomie chez la personne vieillissante et bien entendu l'espérance de vie. On ne va pas revenir là-dessus. Je pense que ça, c'est bien établi pour tous. Enfin, en tout cas, je l'espère. Ce qui va nous intéresser, c'est finalement quelles sont, dans toutes ces caractéristiques dont je vous ai parlé, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui joue un rôle ou pas? Donc, au niveau des recommandations, si on fait un petit peu un historique, je ne vais pas pouvoir être exhaustive parce que c'est une longue histoire, mais il faut savoir que pendant des années, les physiologistes de l'exercice considéraient que c'était le plus le mieux. Donc il fallait vraiment faire le plus d'exercice, le meilleur on est en santé. Et tout ça, c'était vraiment sur cet exercice physique. Et c'était basé sur ces relations négatives qu'on voit ici entre le risque de développer des maladies chroniques et l'exercice. Finalement, on s'est rendu compte que l'histoire est un petit peu plus compliquée. Ici, je vous présente l'étude de Prime chez des adultes de 50 à 59 ans, c'était fait en Irlande et France, et on voit le risque d'infarctus du myocarde à 5 ans qui diminue avec l'activité physique de loisirs, même en l'absence en fait, d'exercice intense.
Ce risque diminue de 10% pour 10 mètres par heure par semaine, soit 30 minutes de marche rapide par jour, et donc on a conclu que la quantité était plus importante que l'intensité de l'activité physique. Toujours sur Prime, on a aussi regardé l'effet sur le poids, et ici on voit un effet du transport actif, même chez des sujets qui ne pratiquaient pas d'exercice de loisir intense, et on n'a observé pas d'effet indépendant de l'exercice de loisir chez les sujets qui ne pratiquaient pas d'exercice intense. Donc là, on voit bien que l'activité physique quotidienne est aussi efficace que le sport. Dans cette étude, je vous présente ces 3 groupes de seniors qui sont catégorisés selon leur activité physique. Les auteurs ont regardé l'effet sur le rythme cardiaque, et on voit que comparé à ceux qui étaient sédentaires, ceux qui avaient une activité physique de la vie de tous les jours avec des intensités légères à modérées, avaient une diminution du rythme cardiaque qui était équivalente à ceux qui faisaient du sport avec des intensités modérées à intenses. En plus, ils disaient se sentir mieux, avec un meilleur bien-être et une meilleure santé. Ce qui est très important ici de noter, c'est qu'en fait, on a les mêmes dépenses énergétiques totales. Ce n'est pas une question d'intensité. Alors finalement, si on reprend un petit peu tout ça, ici je vous présente les dépenses énergétiques liées à l'activité physique, et on voit bien que la plus grande variabilité est due à l'activité physique de non-exercice. On a aussi l'exercice qui va jouer sur cette dépense énergétique totale, mais celle-ci entraîne un incrément très faible. Ici, je vous montre l'exemple de la marche rapide à 30 minutes par jour, 60 minutes par jour, ou de la course à 35 minutes. Et donc, on voit bien que la variabilité se fait sur l'activité physique de non-exercice. Finalement, les études épidémiologiques classiques se sont focalisées sur l'exercice pendant des années, et on a redécouvert un petit peu l'effet de l'activité physique de non-exercice. Finalement, cette relation activité physique-santé dépendrait de la dépense énergétique de l'activité physique totale. Alors j'aimerais qu'on reprenne un petit peu ces données et qu'on les regarde d'une autre façon. Finalement, vous connaissez tous ces recommandations, 150 minutes d'activité physique à modérée à vigoureuse, mais en fait, ça représente 3% de votre temps de la journée, ce qui est finalement rien du tout. Quels sont les 97 autres pourcents ? On a d'un côté les activités de faible intensité, donc ce sont ces activités physiques de non-exercice, c'est quand vous marchez, c'est quand vous prenez les escaliers. S'il vous plaît, ne restez pas sur un escalator, vous avez des jambes, montez les escaliers, je ne le dirai jamais assez. C'est aller danser, porter des paquets, etc. Et ça, c'est bien le principal déterminant de la dépense énergétique totale. À côté, on a le temps passé assis. Et ça, c'est ce que vous faites maintenant, ce que vous avez fait ce matin au petit déjeuner, quand vous êtes venu en voiture, peut-être dans le train, etc., dans les loisirs. Ça représente quand même 55 à 70% du temps passé de la journée. Et on a des données nouvelles qui suggèrent que ça joue un rôle central et indépendant en santé publique. Alors là, je pourrais vous montrer une série de données qui observent une relation négative entre le temps passé assis et le risque de mortalité, le risque de développer des maladies chroniques. On va passer là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce rôle indépendant, finalement. Donc là, je vous montre une étude Princept. C'est un petit peu compliqué, mais je vais vous accompagner sur cette figure. Donc, c'est une large étude populationnelle. À gauche, on a des gens qui pratiquent plus de 7 heures par jour, 7 heures par semaine d'exercice. À droite, ceux qui en font jamais. Et les nuances de gris représentent le nombre d'heures passées à regarder la télé. Le risque a été fixé à 1 pour ceux qui font plus de 7 heures par semaine d'exercice et qui ne regardent jamais la télé. Rien que le fait de regarder la télé 7 heures par jour augmente ce risque de 50%. Plus surprenant encore, il est le même que chez les gens qui ne regardent jamais la télé, mais qui ne font jamais d'exercice. Et donc, pas assez d'exercice est finalement différent que passer trop de temps assis. Alors là, ici, je vous résume finalement une série de données qu'on connaît. Indépendamment de l'activité physique, et j'insiste, chaque heure passée assise augmente le risque de mortalité par 5,9%, de diabète de type 2 par 22%, d'obésité par 23%. Si à cet instant-là, vous voulez vous lever, s'il vous plaît, je vous en prie. Et ce qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, aux États-Unis, par exemple, mais on suit bien l'exemple, le temps passé assis a augmenté d'1 heure par jour sur les 10 dernières années. Donc vous voyez bien la corrélation avec ce qu'il y a au-dessus, ça fait un petit peu peur. Alors on va essayer de parler un peu plus d'obésité et sédentarité, parce que ça c'est un sujet que je connais bien. En fait, c'est une relation bidirectionnelle. Les personnes obèses passent en moyenne 2,5
heures par jour de moins à faire de la marche ou debout. Ça correspond à 350 kcal par jour. Et on connaît bien ces relations avec l'indice de masse corporelle, le poids, le tour de taille et le temps passé assis. Mais finalement, c'est bidirectionnel. Est-ce que c'est parce qu'ils sont en surpoids qu'ils sont assis? Est-ce que c'est parce qu'ils sont assis qu'ils sont en surpoids? Donc, je vais essayer de vous montrer quelques données expérimentales ici, et notamment cette donnée principe de James Levin, qui avait soumis des sujets non obèses à 8 semaines de surnutrition. Donc, c'était 1000 kcal par jour. Il avait regardé la dépense énergétique liée à l'activité physique de non-exercice, et il avait montré que ceux en fait qui étaient capables d'augmenter le plus cette dépense énergétique étaient ceux qui gagnaient le moins de masse grasse sur les 8 semaines. Nous, dans le Colorado, on s'est intéressé aussi aux prédicteurs de la prise de poids sur le long terme. Alors là, c'est un petit peu compliqué, je vais aussi vous accompagner. On avait 41 adultes non obèses, on les a soumis à la suite d'un régime pendant 4 jours, qui était l'histoire de limiter les variabilités interindividuelles. On les a soumis soit à un régime calorique pendant 3 jours, soit de l'overfeeding avec 40% de surplus, et derrière on les a nourris avec un régime ad libitum. Des jours 5 à 10, on a regardé l'énergie ingérée, l'énergie dépensée, l'activité physique, le comportement sédentaire. Et donc on s'est surtout intéressé à la réponse de ces variables à cet événement aigu de surnutrition. Pensez-y, c'est Noël qui arrive, c'est le Nouvel An, etc., ça arrive tout le temps. Et ensuite, on a regardé qu'est-ce qui se passe sur les 5 années d'après. Et on s'est intéressé, donc on leur a demandé de revenir pendant 5 ans, tous les ans, on a regardé leur gain de poids, en moyenne 3 kilos, on voit bien une très très large variabilité interindividuelle, et en moyenne 2,1 de masse grasse. Alors moi, je m'attendais vraiment à la base, qui est plutôt... C'était ceux qui avaient été capables de diminuer le plus leur prise alimentaire à la suite de cet événement de surnutrition, ou ceux qui avaient augmenté la dépense énergétique qui allaient gagner le moins. Et en fait, très surprenamment, la seule variable qui est ressortie, ce sont ceux qui sont capables de diminuer le plus leur temps passé assis qui ont gagné le moins de masse grasse. Ce qui reste quand même assez marquant. Toujours pour continuer, j'aimerais vous présenter l'étude ICAPS, parce que là on vient un petit peu sur l'enfant. Alors ICAPS, c'était mené par Chantal Simon à Strasbourg. C'est l'intervention centrée sur l'activité physique et la sédentarité des adolescents. Elle durait 4 ans, de la 6e à la 3e, dans des collèges, et ça ciblait les adolescents dans leur milieu de vie et toutes les composantes du comportement. Ça jouait aussi bien sur l'adolescent, le support social et l'environnement. Ce qu'on a observé, c'est que les étudiants qui étaient dans les collèges qui ont reçu l'intervention ont pratiqué, donc la fin, c'est après 4 ans, le suivi, c'est après 2 ans et demi. Après 4 ans, ils font plus d'activités physiques en club, ils font plus de transport actif, ils regardent moins la télé. Ce qui est vraiment marquant, c'est que ça dure même 2 ans et demi après qu'on ait arrêté cette intervention. Donc c'est un effet durable. Il faut savoir que cette étude a fait l'objet du PNNS. Qu'est-ce qu'il en est de gain de poids? Eh bien, on voit bien que ceux qui ont reçu intervention ont un excès d'indice masse corporelle plus bas après 4 ans, et pareil, c'est maintenu au bout de 2 ans et demi, ce qui est quand même assez incroyable. Alors finalement, moi, ce qui m'intéresse, un petit peu mon expertise, c'est vraiment ces mécanismes physiologiques et cellulaires qui sous-tendent les liens entre l'activité physique et la sédentarité et la santé. Je m'intéresse à cette relation, et pour cela, on prend des gens qui sont très actifs, des sportifs, on leur dit, bon, maintenant, vous arrêtez de faire du sport pendant 1 mois, 2 mois, on prend des sédentaires normopondérés ou en surpoids, et on leur demande d'augmenter l'activité physique en utilisant différents protocoles. Et je m'intéresse aussi à des niveaux très bas d'inactivité physique. On va vraiment aller étudier la physiopathologie de l'inactivité physique. Alors finalement, ça c'est très difficile à faire. Comment on fait ça d'un point de vue expérimental? Eh bien, on va utiliser les modèles des sciences spatiales. Les sciences spatiales pour aller simuler les effets de la microgravité chez l'astronaute, mais sur Terre, utilise un modèle qui s'appelle le modèle de l'alignement prolongé, qui permet d'étudier les effets directs de l'inactivité physique chez des sujets minces, sains et physiquement actifs. On s'est intéressé à regarder l'effet de l'inactivité dans l'étiologie de l'obésité, et ce qu'on a observé, c'est que chez ces personnes qui n'avaient aucune prédisposition génétique pour l'obésité ou le diabète, développent une hypertriglycéridémie, une moindre sensibilité à l'insuline et une moindre capacité à utiliser les lipides en tant que substrat. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est très extrême. Bon, il faut savoir qu'on l'a confirmé à des niveaux d'inactivité physique proches de celui que nous avons dans nos populations. Un autre point important, vous pouvez vous dire, mais ça finalement c'était de la surnutrition, ils étaient en balance énergétique positive,
Pas du tout. On contrôle le régime alimentaire. Et donc, c'est vraiment indépendant des changements de la masse grasse. Ensuite, on s'est intéressé un petit peu plus aux mécanismes, notamment au niveau du muscle. Et on a observé une diminution de l'expression génique de la LPL, qui est la lipoprotéine lipase, qui intervient dans le clivage des lipoprotéines, qui va relarguer les acides gras. Au niveau des transporteurs des acides gras, aussi bien au niveau du myocyte que de la mitochondrie, de la capacité oxydative, ainsi que de la respiration mitochondriale. Et donc, on a émis l'hypothèse que finalement, si ces lipides ne sont pas oxydés, ils vont être stockés. Ce qui est dramatique, parce que quand ça va être stocké, ça va altérer la voie à l'insuline, qui va entraîner une hyperinsulinémie, une résistance à l'insulinémie, le diabète. Et cette hypothèse était soutenue par l'observation d'une relation négative entre les changements d'oxydation des lipides et le contenu intramusculaire. Finalement, après 15 ans de recherche, on a réussi à dériver cette cascade d'événements. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, tous les tissus périphériques qui interviennent dans la régulation de l'homostésie énergétique, comme le muscle en bleu, le tissu adipeux en violet et le foie en jaune, sont altérés par l'inactivité physique, et tout cela engendre le développement de maladies métaboliques et d'un syndrome métabolique. Bien entendu, pour ceux qui connaissent, c'est exactement la même cascade que celle que l'on observe chez les personnes atteintes d'obésité et de diabète. Alors vous allez me dire, finalement, on leur fait faire de l'exercice, qu'est-ce qui va se passer? Alors c'était une étude randomisée avec un groupe contrôle, un groupe qui faisait de l'exercice. Là, je vous montre les résultats de cette moindre capacité à oxyder les lipides, aussi bien totaux qu'alimentaires, en situation à jeun et postprandial. Et on a demandé à des gens de faire énormément d'exercices. On est sur 3 fois par semaine, du résistif, de l'endurance. On a des sessions à 45 minutes. On monte à 80% de VO2 max. Et vous voyez, il n'y a rien. C'est extrêmement surprenant. Alors pourquoi? Mais finalement, ces personnes qui font de l'exercice, c'est notre modèle parfait de l'active couch potato. Ils font énormément d'exercices, mais ils ne font rien le reste de la journée. Ils n'ont aucune de ces activités de faible intensité. Et on revient sur cette idée un petit peu du rôle indépendant des comportements sédentaires. Alors depuis, la physiopathologie des comportements sédentaires intéresse beaucoup de gens. Nous, on l'étudie fortement et on se rend compte qu'elle intervient un petit peu sur tous les tissus périphériques. Je voudrais finir avec un dernier point que je pense qui est très important. On a parlé de temps sédentaire total. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque épisode sédentaire joue un rôle également. Alors là, ce sont les études NANES, c'est une grande étude américaine, et on voit bien une relation négative entre le temps total passé sédentaire et des facteurs cardiovasculaires, le cholestérol, le triglycéride, l'insuline, la sensibilité à l'insuline, etc. Puis après, ils ont pris les gens en fonction du temps qui break. Donc c'est la fragmentation du temps passé assis. C'est pas pareil de rester assis pendant très longtemps, ce sont les gens qui sont à gauche, là, les prolonged sitters, ou ceux qui break finalement, qui vont se lever, qui vont marcher, etc. Ça, ce sont les gens à droite. Vous pouvez voir qu'il y a un effet bénéfique du break sur le tour de taille, avec une différence de 4,3 cm, ce qui est cliniquement très, très pertinent. On a aussi des effets sur les biomarqueurs de la santé cardiovasculaire. Ce qui est très important, c'est que ces relations ont été répétées multiples fois, elles ont été observées plein de fois, pour tous les âges, hommes, femmes, toutes les ethnicités, et surtout, même chez les personnes qui atteignent les niveaux d'activité physique actuels. Vous allez me dire, c'était de l'épidémiologie, qu'est-ce qu'il en est quand on va vraiment vérifier en laboratoire? Eh bien, on le vérifie. Les bénéfices de la fragmentation du temps passé ici, on le voit bien sur la glycémie postprandiale et l'insulinémie. À gauche, sur les barres, vous avez la personne lorsqu'elle est sédentaire. Au milieu, quand on leur demande de breaker 2 minutes, pendant 2 minutes toutes les 20 minutes. Et là, voilà. Et ou alors, soit avec une intensité légère, soit avec une intensité modérée. Là, je pourrais en parler pendant des heures, parce que ça, c'est mon grand sujet favori en ce moment, c'est ce qu'on fait dans notre labo. Et il y a plein de questions, on atteint un petit peu les questions chroniques. Bon, il fallait faire des choix, je me suis arrêtée là. Mais voilà, si ça vous intéresse, j'ai plein de données. Alors en conclusion, finalement, quelles sont les recommandations? Eh bien, elles ont évolué en fonction des évidences scientifiques. La vision ancienne, c'était il fallait faire du sport,
de 20 à 60 minutes par jour, 3 à 5 minutes par semaine. Puis on s'est rendu compte que finalement tout mouvement était important. Donc on a dit maintenant, il faut faire une combinaison modérée, vigoureuse, 150 minutes par semaine, avec des sessions de 10 minutes minimum. Alors ça, on en revient. Les dernières recommandations aux États-Unis de 2018 disent que finalement chaque minute compte. On n'a plus besoin de faire pendant 10 minutes. Et puis on a ajouté aussi, il faut réduire le temps passé assis. Ça arrive à peine en France. Et les Australiens qui sont vraiment pionniers disent aussi il faut fragmenter. Alors ça arrive aussi en Angleterre, aux États-Unis, et nous c'est très poussif, donc j'espère qu'on va y arriver, que ce sera la vision future. Voilà, en résumé finalement, ne restez pas assis, bougez plus et surtout bougez le plus longtemps possible. Sur ce, je voudrais remercier mes collaborateurs de l'Université de Strasbourg, de Lyon et du Colorado. Merci. Merci.